Bonjour Sarah. Alors, je fais cette petite interview parce que je sais que tu mènes actuellement des entretiens. Et là, par exemple, tu vas interviewer une ancienne pneumologue. Et j'aimerais que tu te présentes rapidement et que tu nous dises pourquoi tu fais cette enquête et dans quel contexte, s'il te plaît. D'accord. Du coup, moi, c'est Sarah Boussena. Là, actuellement, je suis en dernière année de Master 2 d'urbanisme et aménagement. Et donc, dans le cadre du Master, je fais un stage de 6 mois. Et pour ce stage-là, je participe à l'enquête participative Orchidée, qui est un projet porté par un collectif d'habitants sur la communauté urbaine de Dunkerque. Et du coup, dans ce cadre-là, je fais des entretiens avec des professionnels de santé, des élus, des collectivités territoriales au sujet des pollutions sur le territoire. Et en fait, l'objectif, c'est de mieux comprendre comment les études sur les pollutions, elles sont produites, quels sont les acteurs qui interviennent, dans quel contexte elles sont produites, qui les commandite, qui les finance, et aussi en savoir plus sur le processus de diffusion de ces études-là, comment il est pensé, à quelle étape il est réfléchi, et aussi quels acteurs interviennent, comme pour la production. Et voilà. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter, peut-être ? Oui, donc je m'appelle Evelyne Lelieur, Le Poivre, et donc je me suis intéressée depuis plusieurs années à l'environnement parce que j'étais médecin pneumologue à l'hôpital de Dunkerque et auparavant j'avais travaillé à Lens auprès des silicosés. À Dunkerque, je me suis intéressée au problème du tabagisme et puis on m'a demandé de siéger au S3PI, qui est un organisme qui rassemble les industriels, les représentants des habitants, les élus et quelques scientifiques. Et donc, j'ai découvert le sujet de la pollution industrielle dans le Dunkerquois. Enfin, je connaissais un petit peu, mais... Et donc, tout ça, ça m'a amené forcément à m'y intéresser, à la fois professionnellement et puis aussi... parce que ça m'interpellait. J'ai toujours trouvé qu'on faisait de notre mieux pour faire de la médecine thérapeutique, mais que c'était un peu idiot de faire tant de thérapeutique avec tant de recherche et tant d'argent, et de ne pas s'intéresser quand même à la prévention, qui coûte moins cher, qui coûte moins de mal-être. Voilà, ça a toujours été une idée qui pas dire qui m'a obsédée, mais qui est restée présente, quoi. Voilà, je me suis présentée. D'accord, ok. Et dans quel contexte vous êtes arrivée à Dunkerque ? Dans un contexte matrimonial, parce que j'ai épousé un Dunkerquois, et si vous les connaissez, les Dunkerquois, il n'y a que Dunkerque qui compte. Non, j'exagère. Bon, je suis de la région, je suis du nord de la France, mais malheureusement ch'ti. Et donc, mon mari voulait s'installer à Dunkerque, et donc moi j'ai postulé pour un poste à l'hôpital de Dunkerque. D'accord. Et du coup, comment vous vous êtes intéressée à la question de la pollution ? Est-ce que c'est des gens que vous avez rencontrés, des sujets que vous avez dû traiter ? Comment ça s'est passé ? Au début, c'était un petit peu flou, parce que quand vous êtes pneumologue, forcément, on vous parle de pollution atmosphérique. Enfin, voilà. Donc, comment je m'y suis intéressée ? Un peu, je ne vais pas dire obligation, mais à cause de mon métier. Et puis, un jour, je ne sais plus très bien comment ça s'est passé, mais j'ai un peu oublié, mais on m'a demandé d'aller aux réunions du S3PI pour apporter un avis médical. Enfin, je n'étais pas... Mais bon, j'étais entraînée aussi par un monsieur qui était très présent sur ces créneaux-là à l'époque, qui avait écrit un livre blanc sur l'eau à Dunkerque, et avec qui j'avais sympathisé. Et je ne sais pas si c'est lui ou si c'est...
si on a demandé à l'hôpital d'avoir quelqu'un qui soit délégué au S3PI, je crois plutôt que c'est ça. Mais voilà, j'ai jamais très bien su, mais j'y suis allée. Bon. Mais c'était intéressant, j'ai vraiment apprécié parce que cette rencontre entre des industriels qui étaient présents, il manquait rarement, des élus, des associatifs. Après, ils invitaient de temps en temps des patrons de l'île, enfin des gens qui avaient une certaine expertise. Et j'ai trouvé que, moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai trouvé que c'était intéressant, que voilà, donc je regrette aucunement. D'accord. Et vous y êtes resté de quelle année à quelle année au S3PI? Ou globalement, vous l'avez fait sur J'étais avant 95 puisque j'ai participé à ça, donc moi je dirais 90. Et j'ai quitté mon métier en 2010. D'accord. Ouais. Et vous avez quitté le S3PI en même temps? Pardon? Vous avez quitté le S3PI en même temps? Ah bah oui, parce que... Enfin, non, j'ai dû rester un petit peu après. Ils m'ont pas mis dehors parce que j'avais pris ma retraite. Non, ils ont été très... D'accord, ok. Et ça se passait comment les commissions au S3PI? Au S3PI, donc il y a un personnage organisateur central, je crois que vous l'avez rencontré lundi. Ouais. Donc c'est Monsieur Lefrançois actuellement, à l'époque c'était son prédécesseur. Et donc il organise selon les problèmes d'actualité, quand il y a eu un problème dans le coin et tout ça, on en parle tout de suite après, on débrief. Selon les souhaits des uns et des autres, je suppose, je pense que son supérieur hiérarchique, ça doit être le préfet ou le sous-préfet, enfin je pense. Et donc lui demander peut-être de faire la lumière sur quelques points, enfin je n'en sais rien, mais c'est lui qui faisait l'ordre du jour avec l'élu. Alors à l'époque c'était M. Ragazzo, le maire de Fort-Mardic, avec l'élu qui était président du S3PI. Lui, il était, je ne sais pas comment on pourrait dire, peut-être directeur, ou je ne sais pas, enfin c'était un personnage important. Mais je suppose qu'il organisait tout ça avec le président. Enfin, je ne suppose pas, j'en suis sûre. Enfin, voilà. D'accord. Et les relations entre les différentes parties prenantes pendant les débats? Elles étaient bonnes parce que c'était courtois, très courtois. Même si on était quelquefois pas du tout du même avis. La courtoisie tenait, entre autres, à M. Ragazzo, qui était quelqu'un de très courtois aussi. Enfin, bon, et puis, il y a eu comment dire, évidemment, forcément, il y a eu des confrontations, peut-être un bien grand mot, mais c'était l'époque où certains avaient fait installer une table à poussière à Fort-Mardic et ils relevaient les poussières tous les jours. Ils ont fait ça des années. Enfin, les poussières étaient analysées, etc. Donc il y avait des plaintes, en particulier des habitants, sur d'autres sujets. Un jour, il y a eu une fuite de dioxyde de soufre dans une tuyauterie, c'est très agressif quand même. Et donc, oui, évidemment qu'il y a eu un débriefing, mais c'était quand même très courtois. D'accord, ok. Et du coup, il n'y avait jamais de problème dans la réalisation dans la recherche de certaines données ou la réalisation d'études par rapport à ça, c'est une question piège. Non, pas vraiment. Alors, je vais révélatrice. Vous dire, c'était très courtois, mais pas forcément très transparent. Il y avait des données, enfin, je me souviens, ça remonte à loin, mais je me souviens d'un problème à propos des dioxines furanes, parce qu'il y avait eu, dans la région, près de l'île, on avait découvert que les vaches qui mangeaient les dioxines et les furanes, elles avaient des problèmes, donc, mais a priori peut-être pas que les vaches. Et donc ça avait fait un petit scandale dans la région. Enfin, et du coup on a mesuré à Dunkerque, où on a affiné, je sais pas, et
je me souviens que les résultats sont tombés pendant une réunion et moi j'étais à côté de M. Ragazzo et quand il a vu ça, il a été très surpris. Je n'ai pas vu, moi, le résultat. Et alors qu'il devait annoncer ses résultats, il ne l'a pas fait. Mais très rapidement, je suis sûre, en sortant, il a dû rencontrer les gens qui étaient nécessaires pour revoir le problème. Et il y a eu une nouvelle, à l'époque il y avait une usine d'incinération à Petite-Sainte, je crois. Et ça a mis très vite sur pied la nouvelle construction. Donc moi je dis que ça n'a pas été dit, mais il y avait des problèmes. D'accord. Ça n'a pas été... Bon, mais vu le contexte de déroulement... Oui. D'accord, ok. Et puis, il faut être honnête, le S3PI, c'est bien. On se parlait. Il y a eu des réalisations positives, très, très bonnes. Si vous voulez, je vous en donnerai un exemple. Mais, comment dire, c'était dirigé quand même par l'État. L'ingénieur, comme M. Lefrançois, qui est, je ne sais pas comment il se nomme, mais directeur, mettons, a été formé comme tous les ingénieurs qui s'occupent un peu de ce sujet-là à l'école des mines. Ce sont des gens pour qui l'industrie française est très importante. Ils ont une idée... c'est comme ça. Enfin, moi, ils disent que... Enfin, ils pensent, en particulier le prédécesseur de M. Lefrançois, qui est malheureusement décédé, mais pour lui, bien sûr qu'il fallait essayer d'améliorer la pollution. Je ne leur dis pas qu'il ne voulait rien faire, etc. Mais il n'aurait pas voulu porter atteinte à la moindre industrie, quoi. Enfin, il voulait bien, quand il y avait la possibilité de changer un process ou de faire quelque chose qui améliore le truc, là, ils insistaient, ils voulaient qu'on y aille, mais à condition que l'industriel soit quand même, à peu près d'accord, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais... Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. D'accord. Et c'était quoi l'exemple de l'amélioration? Oui. Alors ça se passait, je sais plus, je ne vais pas dire le nom de la ville, mais enfin, ça se passait tout près d'un endroit de Sollac où on fabriquait des tubes en acier, des gros tubes en acier. Et donc, je crois que c'était à Fort-Mardic. Et donc, là, il y a une grande proximité entre les habitants et puis cette usine. Et les habitants se plaignaient de bruit. Et bon, ils l'ont dit une fois, deux fois, ils se sont fâchés, je sais plus ce qu'ils ont fait, mais ils se sont fait entendre en tout cas. Et donc le S3PI est venu avec des appareils pour mesurer les décibels, le bruit, et a dit, bah oui, il y a vraiment du bruit, jour et nuit. Donc, retour vers l'industriel, on s'est visite du lieu, enfin, j'y étais pas, mais on s'est aperçu que ces tubes tombaient sur je sais quoi, mais ça faisait du bruit, enfin, sur de la pierre ou sur quelque chose qui résonnait. Et que, bah oui, ça faisait vraiment beaucoup de bruit, il y avait une façon de faire qui était... Voilà. Et donc, l'industriel a dit, ah, bah oui, ça peut s'arranger si on met des matériaux qui étouffent le bruit, comme je sais pas ce qu'ils ont mis, des mousses ou des... Enfin, je sais pas, j'ai oublié, ça date de longtemps, ça va aller mieux, il y aura beaucoup moins de bruit. Et ils l'ont fait, et oui, il y a eu beaucoup moins de bruit. Alors, c'est une petite chose, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas révolutionné l'industrie locale, mais c'était des petites choses qui ont été entendues. Enfin, bon, voilà. D'accord, ok. Et j'avais une petite question, pas forcément, enfin ça sort un peu du guide d'entretien, mais tout à l'heure je lisais un rapport d'une commission du S3PI, donc ça date des années 2000, et en gros ça parlait de beaucoup de gens qui avaient démissionné du poste de la vice-présidence, voilà, et après, donc je lis et tout, et ça fait... Monsieur Choquet, le président de la DELFA, souhaite que l'on s'interroge sur la raison de ces démissions, auxquelles il faut ajouter aussi celle de Madame Lelieur.
Attendez, répétez lentement. Si vous voulez, je vous montre. Non, je préférais que vous le Je disiez. vous le lis. C'est Monsieur Choquet. Oui, c'est lui le monsieur avec qui je m'entendais bien, D'accord. qui avait des connaissances importantes en matière d'environnement. Oui. Ok. Donc, il souhaitait que l'on s'interroge sur la raison de ces démissions. Donc, plusieurs démissions qui avaient eu lieu au niveau du poste de la vice-présidence du S3PI, de ce que j'ai compris. Et il fallait aussi ajouter celle de Madame Lelieur. Est-ce que c'était vous ? Oui, c'était moi, oui. D'accord. Alors, Et- est-ce que j'ai démissionné ? Peut-être de mon poste de... Je ne sais plus ce que j'étais, mais j'étais quelque chose... Enfin, bref. Je me souviens plus, je m'excuse, mais c'est pourtant un truc qui peut paraître pas négligeable. Ouais. Bon, après, si vous vous souvenez pas, c'est C'est pas un mensonge, hein, mais je sais que c'était à la suite des histoires de dioxine, hein, je crois. Je ne suis pas tout à fait certaine, mais moi, ça m'avait quand même beaucoup choquée. Bien sûr, il a agi tout de suite. Il a tout de suite dit, il faut que ça change tout de suite, on ne peut pas rester comme ça. Mais on n'a pas su. Je lui ai dit d'ailleurs, c'est parce que les chiffres sont trop élevés que vous ne le dites pas. Il m'a dit, oh, Madame Lelieur, qu'est-ce que vous pensez ? mais, enfin, je ne sais pas comment dire, je suppose, enfin, ça n'est qu'une supposition, mais qu'il y avait quand même des analyses qui étaient faites et que c'était peut-être pas aussi flagrant, mais c'était certainement connu. Enfin, je peux me tromper, mais c'est toujours pareil, on ne peut pas affirmer des choses de façon... Ouais, et puis là, vous me parlez quand même des années, c'est en quelle année ça C'est 2000. Donc, 2000, oui. Mais vous êtes d'accord qu'en fait, je suis désolé, hein, Sarah, je fais juste un petit Ah, enferme. mais vous pouvez, hein. Mais, Pas de souci. comment dire, en fait, vous êtes d'accord sur le fait que vous, en tant que dermatologue et en plus impliqué au S3PI, Pneumologue, oui. enfin, il aurait été convenable quand même que on vous montre les chiffres quand même. Oui, tout Voilà. à fait. Mais oui, et puis, enfin, quelque part, quand vous allez là, vous acquiescez cette façon de faire. Je ne sais pas comment dire. Hein, vous dites, oui, moi je veux bien que les gens se parlent. C'était quand même ça. Se parlent, se disent de temps en temps leur cas de vérité. Et enfin, c'était pas du tout agressif. Hein. Enfin, très peu. Et donc, vous acquiescez au système. Mais donc, la seule réflexion... Alors, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai démissionné. Oui, parce que j'ai été remplacée par une collègue médecin aussi. Et voilà, oui. J'ai dû démissionner. Mais après, on m'a réinvitée. C'est pour ça que je fais en particulier... J'étais déjà en retraite et on m'a réinvitée en tant que rien du tout, mais au S3PI. Donc je ne savais plus trop bien. Mais j'ai démissionné. Alors je ne sais plus, hein, on m'avait donné un titre. Je ne sais plus. Oui, il n'y a pas de souci. Et du coup, dans ce cas précis, Oui. c'est l'élu qui a reçu les résultats Oui. de l'étude qui avait été faite. Oui, ça me paraît logique. Il était probablement président du S3PI de l'époque. Enfin, je ne sais plus bien les titres et tout ça, mais en tout cas, il avait un rôle. Oui, il avait un rôle important. Et je suppose que peut-être le directeur avait reçu les chiffres avant, mais il les a tout de suite montrés au président. C'était normal, ça. Il les a eus, mais je crois vraiment qu'il les a eus pendant la... Enfin, oui, peut-être je crois qu'il les a eus pendant la réunion, ou peut-être qu'il les a eus un peu avant, mais en tout cas, il ne les a pas donnés. Alors peut-être qu'après, il les a donnés à d'autres, ou je ne sais pas, mais moi, je ne les ai jamais vus, ces chiffres-là. J'étais quand même relativement bien placée pour pouvoir les avoir. D'accord. Parce qu'en général, comment ça fonctionnait quand vous commandiez une étude avec le S3PI ? Comment ça se passait pour en avoir les résultats au niveau de la temporalité, qui les recevait, comment c'était discuté ? Je vais prendre... Ça, c'est une vieille étude, hein, c'est pas très intéressant, mais quand même... écoutez, là,
c'est la PPA, l'ORS et le S3PI. Alors, qui les a fait se rencontrer? Je pense que... Enfin, excusez-moi. Non, c'est moi. C'était... je ne sais pas dire, mais il est évident que Enfin, tout le monde se connaissait un peu dans ces sphères-là. L'ORS était à l'époque beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, mais développé, beaucoup plus facilitant. Enfin, je crois qu'il y a dû y avoir des restrictions de crédit depuis. Enfin, bref. La PPA est un organisme qui a du poids quand même, enfin, assez... Alors, je ne sais pas vous dire avec précision qui avait lancé l'étude. Ça m'étonnerait que ce soit le S3PI parce que je ne suis pas sûre que c'est dans ses attributions premières. Le S3PI, il est là pour, enfin bon, pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de... Hein. Enfin, je sais pas... Oui, et puis pour qu'on fasse quand même un petit peu attention à la santé, un petit peu. Un petit peu. Mais bon, ben, la mayonnaise a pris, mais je ne sais pas vous dire plus. Je sais pas je sais qu'on travaillait tous ensemble, qu'on avait des réunions avec l'ORS. L'ORS a envoyé des gens des épidémiologistes en fait, des gens qui savaient faire des statistiques, qui savaient faire des choses comme ça. La PPA a aussi... ils ont apporté chacun des expertises. Et le S3PI, il reçoit quand même toutes les déclarations de toutes les industries en matière de polluants déterminés, bien sûr. Mais, et alors tout le monde dit, bah oui, mais les industriels disent n'importe quoi. Je ne crois pas. Ils disent, peut-être, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude, mais je pense qu'ils déclarent ce qu'ils rejettent dans l'eau, dans l'air, enfin un peu partout. Mais c'est a priori relativement fiable, parce qu'il y a des inspections, les inspections des gens de la DREAL, hein, vous savez, ils préviennent 15 jours d'avant qu'ils vont venir tel jour pour... donc... ce ne sont pas comment dire, ce ne sont pas des inspections impromptues. Non, jamais. Ouais. Bon, alors vous voyez, tout ça, c'est un peu... voilà. Mais, enfin... peut-être que j'étais naïve. Moi, j'ai trouvé que c'était... Puis je connaissais quand même des gens je connaissais à l'époque les gens de l'Observatoire régional de la santé. Bon, je pense qu'ils ont essayé de faire le travail du mieux qu'ils sentaient. Enfin, je ne sais pas si... Bon, si vous voulez le lire, on sent que il y a quand même une réflexion derrière tout ça. Il y a eu voilà, on y croyait, on pensait qu'on allait trouver des trucs et tout ça. Bon, on n'a pas trouvé grand-chose, mais c'est tellement difficile de trouver quelque chose aussi. Hein, faut pas... Parce qu'ici, les gens voudraient en savoir plus. Alors ça, moi, je les comprends tout à fait. Vous pouvez regarder si vous voulez. Je les comprends tout à fait, mais quand on pense à la difficulté d'une enquête épidémiologique, même étroite, hein, là, le sujet était quand même pas... le nombre de personnes qu'il faut pour que sur le plan épidémiologique ça ait du sens, la durée que ça doit avoir... enfin, une enquête épidémiologique, elle est d'autant plus fiable que ça dure longtemps, qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est difficile. Et en plus, après, il y a tellement de facteurs qui interviennent que c'est aussi difficile de sélectionner les... Parce que là, on a tenu par exemple compte du tabagisme des parents, de tas de facteurs qui peuvent paraître un peu extérieurs, mais qui ne le sont pas vraiment. Mais c'est pas facile. Est-ce que vous saviez où étaient positionnés les capteurs? Est-ce qu'on vous disiez où étaient placés les capteurs? Très bonne question. L'emplacement des capteurs, c'est un truc très important. Oui, alors on nous a dit à quelle distance
de l'usine, etc. Et ils étaient positionnés, oui, je crois que c'est peut-être écrit là-dedans d'ailleurs, oui. Mais honnêtement, je n'ai jamais eu la curiosité d'aller voir. Et ça, c'est une faute, je trouve, parce que ça change tout. Hein. Ça change beaucoup de choses. Si on ne tient pas compte des vents, si on ne tient pas compte de la distance des vents, vous qui faites de l'urbanisme, vous savez bien que des fois il y a des courants d'air qui se forment entre des bâtiments, des trucs. Enfin bon. Oui, c'est une. Mais à l'époque, encore une fois, hein, les souvenirs c'est un peu évaporé, mais je pense faudrait voir. Je crois qu'on nous l'a dit. Ouais, je suis à peu près certaine. Presque on nous a donné les adresses, etc. Par contre, je regrette. Si c'était maintenant, j'irais voir. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup de triche. Il n'y a pas eu de résultats probants, mais il n'y a pas eu beaucoup de triche. Enfin. Vous ne savez pas quoi. Bah, non, mais quand je dis je pense qu'il n'y a pas eu de triche, c'est des choses on peut penser, mais vous n'avez pas la preuve. Hein. C'est parce qu'en fait, nous, on a fait appel à l'association Respire, hein, qui est une association qui est spécialisée dans l'étude des pollutions de l'air. Et eux, ils ont mis des capteurs aux bons endroits, c'est-à-dire du côté de Fort-Mardic, dans les zones qui sont vraiment sous les vents des villes. Oui. Et à côté de jardins d'enfants, etc. Et leurs résultats étaient absolument catastrophiques, quoi. Oui, contrairement aux résultats fournis par oui. Les dernières études de l'OSL, par exemple. Oui, alors, effectivement, cette histoire, c'est l'association Respire qui avait fait ça. Alors, l'histoire de ces capteurs, oui, quand vous me dites que c'était près d'une école ou des choses comme ça, là, ça me rassure, parce que je me suis demandé aussi pour ça où ils les avaient mis exactement. Parce que si vous le mettez sur le bord d'une autoroute, évidemment, vous avez des résultats beaucoup plus graves que si vous les mettez dans une partie un peu verdoyante. Mais oui. Je ne dis pas qu'ils ont été mis aux endroits les plus, comment dire, sensibles. Oui. Non, ils ont été mis, mais à mon avis, oui. Non, c'est... Ouais. Oui, c'est pas grave. Et c'est un sujet important, les capteurs, c'est fondamental. À l'époque, quand même, il y avait... maintenant, je crois qu'il y a 6 ou 7 capteurs dans la région. À l'époque, il y en avait peut-être une vingtaine. Hein. Ouais, enfin, entre 10 et 20, oui. Et il y en avait beaucoup plus. Mais ce ne sont pas les capteurs... Alors, je ne sais plus s'ils ont pris des capteurs existants ou des capteurs qu'ils ont mis spécifiquement. C'est pas la même chose non plus, parce que... oui. C'est vraiment... Mais c'est un sujet difficile à la fois. C'est à la fois un sujet difficile et un sujet de... vous voyez, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et est-ce que à l'époque, et même maintenant, vous pensez qu'il y a assez d'études qui font le lien entre les études sur les effets de la pollution sur la santé ? Est-ce qu'il y en a assez ? Non. Non, la réponse est non quand même. Mais je pense... Quand j'ai recherché un peu, là, je me suis dit... Il y a des études locales que je ne connais certainement pas toutes. Enfin, ça fait quand même 16 ans que j'ai pris ma retraite. Hein. Mais donc il faut les faire connaître, en particulier les études de... Un jour, j'ai visité le laboratoire de la fac, là. Il est top, hein. C'est un très beau laboratoire. Et tout d'un coup, j'ai vu, comme ça, en passant dans le couloir, hein, j'ai vu un grand pic. J'ai regardé, j'ai vu manganèse. J'ai dit, tiens. Alors j'ai demandé au directeur de l'époque, qui s'appelait Monsieur Courcou. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ce manganèse ? Ah, mais il y a énormément de manganèse dans la région. Il m'a dit, je dis, ah bon ? Je lui ai dit, mais c'est pas connu. Non, c'est pas connu. Il m'a dit, pas très connu, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Parce que, et puis il m'a donné les raisons des gens, il m'a expliqué qui
envoyer du manganèse dans l'atmosphère. Le manganèse, c'est pas connu, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas non plus complètement innocent. Ça peut créer des problèmes de santé. Quand vous discutez avec les gens en ville, à l'occasion vous rencontrez beaucoup plus de gens qui pensent que la centrale nucléaire c'est très bien et ça nuit à leur santé. Ah oui, peut-être un petit peu, mais on a de l'emploi, on a tout ça derrière aussi. D'accord, ok, ouais. Et vous, du coup, aujourd'hui, quand vous étiez médecin ou S3PI, quelles sources d'informations vous utilisiez pour vous documenter sur la pollution, les risques? La littérature médicale quand même, d'abord et avant tout. Donc dans un hôpital, il y a un bibliothécaire et vous allez le voir, vous lui dites « je voudrais que vous me parliez, je sais pas moi, de la pollution ou tel machin, est-ce que ça a des effets sur la santé ?» Et il cherchait et vous trouvez des trucs. Et puis c'est un peu de tout, tout ce qui... La presse aussi, moi j'ai découvert... Bon, je sais plus, ça remonte encore très très loin, mais à un moment donné, dans les années 75, il y a eu le scandale de l'amiante. Dunkerque est très concerné par l'amiante. Et on en parlait à l'époque. Donc moi, je passais mes diplômes. Je me suis dit, tiens, ils en parlent beaucoup, je vais bien réviser. Voilà, c'est tombé. Et donc, oui, voilà, je sais pas comment dire, on en parle beaucoup, on en parlait dans le journal, le quotidien. Faut pas négliger les journalistes qui font bien leur travail. Moi, je trouve qu'il y a ils vous donnent un point de départ. Après, si vous voulez aller chercher plus loin, à vous de le faire, mais... D'accord, ok. Est-ce que vous aviez des contacts aussi avec des collègues ? Et si oui, est-ce qu'ils étaient sensibles aux problèmes justement de pollution par rapport à ce que éventuellement vous leur disiez par rapport à ça ? Alors, quand on avait des contacts sur ce sujet-là, quand on en parlait, c'était presque toujours avec des gens qui étaient sensibles. Je me souviens d'un collègue neurologue, en l'occurrence, qui un jour m'a dit qu'il était de Saint-Omer, et il m'a dit un jour, je me retourne à Saint-Omer. J'ai dit, ah bon ? Donc il avait un poste à l'hôpital de Dunkerque. L'hôpital de Saint-Omer, c'est un petit peu plus petit, quoi. Bon. Il dit, ah oui, c'est à cause de la pollution. Je me suis dit, chapeau, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui font ça, qui retournent et qui protègent leur santé, etc. C'est qu'il avait une grosse réflexion derrière, à mon avis. Enfin, on n'a pas parlé très longtemps. Donc voilà un exemple. J'avais des contacts aussi avec un autre gars de Saint-Omer qui avait créé une association de professionnels de santé contre la pollution, essentiellement au départ à cause d'un incinérateur également. Alors, je ne sais plus le nom du village parce que je confonds toujours avec Flamanville du Cotentin, et là c'est un nom qui ressemble. Donc je ne sais plus, mais il a fait beaucoup de trucs. Il m'a même dit une fois, mais enfin Evelyne, pourquoi il n'y a pas d'enquête sur le plomb à Dunkerque, qu'est-ce que tu fous? Alors oui. J'en ai parlé d'ailleurs ici, quand il y a eu une réunion, j'ai dit de faire des enquêtes sur le plomb chez l'enfant, parce que c'est quand même dramatique. L'excès de plomb dans le sang, dans les corps des enfants, ça peut entraîner des retards intellectuels, des choses comme ça, si c'est votre enfant. Et j'en avais parlé comme moyen d'étude, mais ça n'a pas trop... Il n'y a pas eu de résonance sur ces sujets-là. Je sais pas... À Orchidée. Personnellement, ça m'a un petit peu déçu, mais il faut tellement d'argent pour faire... Parce que là, il y avait de l'argent sur ce truc-là. Ça a l'air de rien, mais il y avait de l'argent. Nous, on n'a pas été payés, mais il y avait quand même il y avait une organisation, il y avait... Enfin bref. Et donc, oui, moi, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir poussé plus loin le sujet. On a des regrets, quoi. Bon, je me suis occupée de l'amiante, je me suis occupée d'autres choses.
je ne veux pas dire que j'étais complètement... Mais vous savez aussi, une fois, il y a un directeur adjoint à l'hôpital il y avait un journal à l'hôpital, comme dans beaucoup d'entreprises. Et puis il me dit, vous voulez pas faire un sujet sur la pollution atmosphérique? Je dis, bah si, oui. Donc j'écris. Et ce monsieur était quelqu'un de très bien, mais c'était un ancien militaire de carrière. Et j'ai écrit ce que je pensais, moi. Puis après, il est venu me voir, il dit, mais vous pouvez pas écrire ça, vous voyez pas, mais le retentissement dans la population, mais les gens vont avoir peur, ça dénigre Dunkerque. Bon... Voilà. Et oui, c'est intéressant parce que justement j'ai un peu feuilleté votre document et apparemment, en fait, ils n'ont étudié que le dioxyde de soufre. Je vois aucun autre tableau. La seule substance étudiée là, c'est le dioxyde de soufre. Je ne vois pas d'autres tableaux. C'est possible, hein, je ne vais pas vous dire. Le dioxyde de soufre. Ouais, le SO2. Je ne me souviens plus très bien, mais. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivée ici en 76, les rejets de dioxyde de soufre étaient vraiment, je ne sais pas dire de chiffres, mais très très importants. Il y a eu des... Alors aussi, là, par exemple, Solac a créé des nouveaux process, etc., parce qu'on lui a dit, mais enfin, c'est pas possible de rejeter comme ça. Bon. Alors c'est possible qu'il n'y ait eu que le dioxyde de soufre et que l'étude n'ait pas dit la pollution en général, mais le dioxyde de soufre, c'est quand même... bon, ça ne donne pas forcément de cancer et de choses comme ça, mais ça... Mais c'est très agressif quand même. Par rapport à votre... passage dans le labo, vous avez vu ce pic de magnésium, hein, c'était ça? Non, de manganèse. Ah, du manganèse. Ce pic de manganèse, et justement c'est intéressant, parce qu'on se dit, finalement, ils n'ont étudié que le dioxyde de soufre. Alors après, à l'époque, je pense qu'à l'époque, on n'est pas encore sensibilisé au problème des effets cocktails. On en parle aujourd'hui, hein, des problèmes des effets cocktails, mais même aujourd'hui, en fait, c'est un sujet qui n'est pas encore véritablement abordé. Donc je pense qu'à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Mais, on en parlait, hein, mais c'est pas facile. Hein. Et est-ce que ces informations-là, vous en parliez avec vos patients quand ils venaient vous voir? Non, je ne vais pas mentir. S'ils posaient des questions, j'essayais de répondre, mais personnellement, je ne disais pas aux personnes c'est la faute à la pollution ce que vous avez. Hein. Enfin, je ne pense pas l'avoir dit. Et eux, parfois, ils vous en parlaient? Oui, ça, oui. Alors, je m'occupais d'adultes, je ne m'occupais pas d'enfants. Mais je ne pense pas avoir eu l'attitude de dire, vous savez, si vous êtes malade, c'est parce qu'il y a de la pollution. Je suis honnête, hein, je vous dis ce que j'ai fait. Bien sûr, mais de toute façon, par votre statut de médecin, il est clair que c'est pas possible de dire ça en fait. Non, mais je comprends que vous ne puissiez pas le dire en réalité. Parce que déjà, en fait, on conteste un peu le fait que les maladies soient dues exclusivement aux pollutions. On vient y intégrer la vie personnelle des gens, ils sont fumeurs, ils ne sont pas fumeurs, est-ce qu'à l'époque ils se chauffaient au charbon, c'était marqué là-dedans. Oui. Donc forcément tout ça fait que je pense que les scientifiques et les médecins ne peuvent pas en fait affirmer, ne peuvent pas dire vous êtes malade à cause des pollutions. Ne vous inquiétez pas, je pense que c'est comme ça. Oui, parce que c'est pas tout à fait pareil que... Mais c'est presque dire à cette personne, vous n'avez qu'à pas habiter là, quoi. C'est, par exemple, ce qui est quand même un peu vache. Hein. Oui, mais c'était pas dire juste c'est à cause de ça, mais dire oui, parler aussi des risques de l'environnement, quoi. Mais c'est vrai que... Alors il y a un truc que je soutiens encore, et que j'ai toujours soutenu, et que je trouve très très bien. C'est dans le cadre, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'école de l'asthme. Alors c'est à la fois pour les enfants, enfin les plus jeunes, et puis pour les adultes. Et dans cette école de l'asthme qui a toujours lieu,
il y a comment ça s'appelle, je sais pas, disons un spécialiste. Voilà, c'est un CMEI, ça veut dire conseiller médical d'environnement intérieur. Bon, et ça fonctionne comme ça. Il y a un médecin, spécialiste ou pas, qui constate qu'un enfant ou qu'un adulte a de l'asthme, qui le reçoit, qui lui dit consultation habituelle, et qui propose à cette personne que le conseiller médical en environnement intérieur aille chez elle et avec son accord, c'est consensuel, faut vérifie tout ce qu'il y a dans la maison et qui pourrait être nuisible à l'asthmatique qui vit. Et ça, c'est un truc très très bien. C'est de la vraie prévention, ça je trouve. Le gars, alors celui de Dunkerque, il est super. Et donc, il dit, par exemple, il me dit quelquefois des trucs tout bêtes, parce que il m'a donné des exemples, il y en a un qui me vient à l'esprit comme ça, c'est peut-être pas le plus performant, mais donc il regarde les feux, comment ça marche, etc. Il regarde s'il y a des moisissures, il regarde si le logement est sain ou pas, il regarde si le logement est vraiment malsain, il déclare aux autorités compétentes pour ça. Et il voit quelquefois des trucs. Alors vous savez, il y a plein de choses, et les bougies qui sentent bon, bon, et il m'a dit, c'était les animaux auxquels les gens sont allergiques qui dorment dans les lits. Alors ça, c'est compliqué parce que c'est une question d'affection, tout ça, mais on peut quand même au moins le signaler. Et après, donc à propos d'animaux, il y avait des chats ou des chiens, je ne sais plus, qui avaient des colliers avec un produit dedans qui était vraiment toxique pour les asthmatiques. Donc il l'a dit, il l'a signalé. Bon, après, il ne va pas plus loin. Lui, il dit, vous savez, ça, c'est pas terrible, ça peut vous causer des ennuis, etc. Dans cette école de l'asthme, on explique aussi en long, en large et en travers et plusieurs fois comment prendre le traitement, parce que c'est fondamental. Voilà. Et moi, ça, je trouve que c'est de la bonne prévention, mais on ne peut pas faire ça, évidemment. On peut pas. Oui. C'est pas transposable. Et est-ce que vous voulez nous parler un peu des études auxquelles vous avez participé ou que vous connaissez? Parce que moi, on m'avait un peu parlé de l'étude sur les perturbateurs endocriniens à Grande-Sainte, à partir des cheveux, je crois. Oui. Et il me semble, on m'avait dit que soit vous y aviez participé ou que vous la connaissiez. Je la connais, oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu en parler, dire C'est compliqué de parler de ça parce que... oui, je vais vous en parler. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai rencontré un jour une personne ici à Dunkerque que je connaissais pas, mais bref. Et elle était très intéressée aussi par le sujet de l'environnement. Et on a, comment dire, et moi d'un autre côté j'avais rencontré un monsieur qui s'appelait André Sicolella, qui avait créé une association, Réseau Environnement Santé, ça s'appelait, pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. Bon, je sais pas, parce que vous savez, quand vous vous intéressez à ça, vous rentrez dans un milieu. Et si vous allez à je sais pas comment dire, mais telle conférence là-dessus, tel machin, vous tombez sur des gens qui... Donc je suis allée écouter ces gens-là, ça m'a intéressée, je me suis dit c'est un sujet que je connais pas, donc j'ai essayé d'apprendre. Et voilà, et puis un beau jour, alors le maire de Grande-Sainte, qui s'appelle Monsieur Carême, a fait 3 mandats de maire à Grande-Sainte et il était profondément intéressé par l'environnement. Il a fait faire des tas d'études sur son territoire, sur le sol. Il a fait faire beaucoup de choses. C'est pas, je regarde. Ouais, il a fait beaucoup de choses, par exemple pour d'autres trucs comme les migrants, etc. Mais en matière d'environnement, il était très très actif. Et il a dit un jour, il a voulu faire une étude sur... Je pense que ça vient de lui. Il y avait 3 acteurs. Il y avait lui, qui était... En plus, à la mairie de Grande-Sainte, ils ont la chance d'avoir de l'argent. Donc,
Et il y avait donc André Cicolella avec son réseau national et tout le machin. Et puis il y avait un journaliste, enfin, c'est pas. Non. Il y avait Génération Future qui était dedans aussi, et qui est très active aussi, Génération Future, et qui joue. Voilà. Alors, donc tout le monde était pour, il y a eu des réunions pour savoir ce qu'on allait faire, etc. Il y a eu des décisions prises, j'ai participé à ces réunions. Et puis il y a eu tout d'un coup un schmilblick, mais je ne vais pas vous le détailler parce que je pourrais dire des bêtises. Et puis voilà, qui fait que le truc est quasiment tombé à l'eau, quoi. Enfin, et a tourné vinaigre. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça n'a pas été à la hauteur de ce qui était envisagé. Voilà, je vais le dire comme ça. Parce que il y avait une personne qui devait faire une coordination de tout le monde. Et bon, elle a eu des problèmes. Il y a eu une espèce de... Et il y a eu aussi au début les gens qui intervenaient de l'extérieur... ils voulaient que ce soit eux et pas l'autre, enfin, etc. Enfin, c'était un peu compliqué quand même. Mais, bon, oui, alors c'est vrai que j'ai été aux réunions. D'accord. Et vous savez du coup si elle a abouti quand même au final ? Oui, il y a eu des résultats qui ont été présentés, mais... Oui, je ne vais pas aller plus loin, je ne sais pas. D'accord, ok. Je suis allée à cette réunion, mais... D'accord. La réunion de restitution, j'y suis allée, mais je ne suis pas sûre que ça ait donné... comment dire ? Donc, Parce que j'ai regardé un peu justement, parce que je me suis dit, si je vous vois tout à l'heure, je vais regarder. Et en fait, j'ai pas trouvé de papier, de documents ou quoi. Donc, je savais pas trop où chercher les résultats. J'ai tapé le nom de l'étude ou autre, et il y a des articles qui parlent du lancement de cette étude de grande envergure. Moi, c'était 2017, la date que j'ai. Oui, c'est ça doit être à peu près ça. Mais j'ai pas du tout trouvé de résultats, ou au moins de papier qui disait que c'était concrétisé, quoi. Mais bon. Et vous avez participé à d'autres études ou pas ? Ou peut-être que vous connaissez sans forcément avoir participé J'ai regardé un peu tout à l'heure, mais il y avait... il y avait quelquefois je sais pas comment dire, des gens qui... J'ai participé à une étude, mais ça, je sais pas si je pourrais vous la retrouver. J'ai un jour dit, j'étais médecin, et au début j'étais assistante, après Et j'ai dit à mon patron, écoutez, il y a quand même beaucoup de cancers à Dunkerque, cancer bronchique, puisque c'était notre spécialité. Je dis, il y en a quand même beaucoup, je trouve. Ah, alors ce monsieur avait fait des études je sais plus, dans une grande université, des études d'épidémiologie dans une grande université américaine. Bon, et il m'a dit, on va voir, on va vérifier. Donc on s'est mis à contacter les gens qui faisaient les analyses. Vous savez, pour faire un diagnostic sûr de cancer, il faut étudier un petit morceau de la tumeur, en fait. On a contacté les radiologues, les gens qui font on les appelle les anatomopathologistes qui ont fait ça, tout le monde. Il a fait une étude, alors là je peux vous dire c'était un mec honnête, certaine. On a prévenu la Sécu, on a cru essayer de faire bien. Et on a demandé, sous le couvert de l'anonymat, entre autres à la Sécu, de nous donner le nombre de cas par an, etc. C'était bon. Donc on a fait cette étude, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de cas par rapport à ce qu'on connaissait dans le nord de la France et dans la France, mais oui, et on a fait une petite publication, comment dire, dans un congrès français ou je sais pas quoi, les travaux qui étaient considérés comme pas révolutionnaire, c'était une affiche. Il fallait présenter son travail sous la forme de cette affiche. Je n'ai plus cette affiche, je ne vais pas vous mentir, mais je ne sais pas, enfin bref. Donc ça date des années 80.
Mais donc on avait trouvé une enfin, il y en avait beaucoup plus à Dunkerque qu'ailleurs. Après, on aurait pu se dire, pourquoi ? On a refait une étude comme ça avec la Delpha, et même genre, ou même presque la même chose, mais on a eu la surprise de se rendre compte que la sécurité sociale ne comptabilisait pas les cancers d'origine professionnelle. Or, en matière de cancer bronchique, il y a un certain nombre, et ici à Dunkerque, un nombre certain qui sont liés à des expositions, entre autres à l'amiante par exemple. Et donc les chiffres qu'on a récoltés là n'étaient pas... c'était encore pire que ce qu'on pensait, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai participé aussi à ça. Mais pareil, peut-être dans le régime... Ça, vous pourriez peut-être demander comment il s'appelle, Nicolas Fournier, s'il a des archives là-dessus. Parce qu'à la fois, il est archiviste et il était à la Delpha. Mais c'est aussi Jean Sénam est au courant, ça aussi. Donc, si vous voulez, ils doivent avoir un... Peut-être qu'ils ont des documents. Moi, je vous avoue que... D'accord, ok. J'essaierai de... Ça, c'était... Je l'ai retrouvé parce que c'est présenté d'une façon... Je sais pas, mais c'est pas un truc... Enfin, ça n'a fait que confirmer quelque chose qu'on savait, quoi. Oui. Hein, c'est pas... Alors après, vous savez, quelquefois, il y a des... Enfin, j'ai participé à des réunions, des machins comme ça, mais c'est pas très... Et est-ce que vous savez ensuite comment ces informations-là, elles sont diffusées Non. aux habitants ? Bon, il y a un article dans le Phare ou la Voix du Nord. Enfin, quelquefois, souvent, je ne critique absolument pas ce qu'ils font. Ils font leur boulot, ils en parlent. Il y avait même des journalistes à la Voix du Nord qui étaient assez sensibles aux problèmes environnementaux. Mais c'est éphémère, quoi. Après, ça a dû faire l'objet d'une thèse, vraisemblablement, j'en suis pas tout à fait sûre, mais dans les thèses dans les thèses universitaires de doctorat en médecine et tout ça, vous pourriez peut-être retrouver des trucs. D'accord, oui. Je suis pas sûre que c'est fait l'objet d'une thèse, enfin, je sais pas. Mais même... Il y a des gens qui étudient ces problèmes-là à l'ULCO. Parce qu'une fois, j'ai quand même été assez surprise. Ils font des études sur les cellules bronchiques, enfin, il y a pas mal d'études. Il y a eu une étude qui dure depuis longtemps. Ça me revient, mais il ne faut pas m'en vouloir, j'ai 79 ans. Donc, il y a eu une étude sur les lichens qui a été faite essentiellement par des pharmaciens. Enfin, ça a été initié en tout cas avec la fac de pharmacie, qui était aussi managée par le S3PI. Et ça, eux, ils ont trouvé des trucs, mais je ne sais pas où ça a été publié. Et ce qui m'a gênée un peu, parce que c'est toujours la même chose. Enfin, vous faites des études, elles sont faites correctement, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, et après ? Et au bout d'un moment, vous en avez marre, excusez-moi, mais... je pense que les pharmaciens qui ont travaillé sur les lichens, c'est un travail assez exemplaire. Ils ont bien travaillé, ils ont fait leurs études, leurs machins. Et bon, comment on peut... Enfin, les gens, ils sont tellement contents d'avoir du confort. Je sais pas, je pense que c'est... Enfin, je veux pas faire mais... Le développement de la société est compris comme un bienfait, même si ça ne l'est pas complètement. Enfin, je sais pas comment le dire, mais... Je pense ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, les gens sont un peu dans le déni parce qu'ils ont atteint un certain niveau de confort. Et en fait, commencer à considérer que les pollutions, c'est un vrai problème de santé publique, que ça les concerne, etc., ça peut les amener à remettre en cause, en fait, justement... le confort auquel ils sont arrivés. De toute façon, c'est ce conflit permanent auquel on assiste un peu partout. Oui. Je vais vous donner un exemple avec les perturbateurs endocriniens. Bon.
vous dites, quand vous faites des trucs sur les perturbateurs endocriniens, alors j'ai organisé, on est allé dans les maternités, on est allé avec la copine là, que j'ai rencontrée, on a créé une petite association et on allait dans les maternités parce que, par exemple, au niveau de la... Il y a un gros travail à faire, à mon sens, au niveau des futurs parents, déjà, avant qu'ils aient des enfants, pour les informer, parce qu'une fois que l'enfant est conçu, ben, il est conçu. Et pour la femme enceinte aussi, pour ce qu'elle peut faire, ce qui serait mieux qu'elle ne fasse pas. Et puis après, pour les jeunes enfants, parce qu'ils sont sensibles. Alors déjà, il y a la formation de l'enfant. On sait que si on perturbe certaines hormones, perturbateurs endocriniens, on perturbe certaines hormones de développement, ben, ce n'est pas l'idéal. On voit des pathologies, par exemple les malformations de l'appareil génital masculin des petits garçons, c'est quelque chose pour les parents, c'est une catastrophe. Et puis, ben, on sait que c'est lié à des pesticides, des choses comme ça, mais bon... Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus qui me paraît à moi très important parce que ça tient à l'enfance, ça tient c'est au début d'une vie, ça peut concerner toute une vie, les perturbateurs endocriniens, quand ils peuvent avoir une action sur plusieurs générations. Autrement dit, une femme qui a eu des problèmes pendant la grossesse, les enfants auront des problèmes et les enfants des enfants auront des problèmes, c'est prouvé. Donc ça me paraît très très important. Maintenant j'ai perdu le fil de mon idée. Tu parlais des perturbateurs endocriniens, oui, par rapport à des femmes enceintes, etc. Oui, je disais que ça me paraît fondamental. Bon, mais par exemple, je sais pas, mais j'ai rencontré... Bon, peu importe, une personne qui a priori était tout à fait persuadée qu'il fallait lutter contre les perturbateurs endocriniens. Et on parle de cuisine entre bonnes femmes. Et elle, alors je lui dis, bah oui, les poêles en Tefal, je trouve ça complètement idiot parce que c'est dangereux, ça va vite à égratigner le Tefal de la surface et en manger un peu, voilà. Les perturbateurs endocriniens, ça agit à des doses très très faibles, vraiment très très faibles. Je dis, et puis, alors ils vous disent, pour résoudre le problème, bah, il faut changer souvent de poêle. Comme ça, allez, on fabrique des PFAS. Alors, et elle me répond, ah oui, mais alors, elle dit, moi, laver les poêles en acier, la barbe hein, qu'elle me fait, et c'est vrai. Enfin, bon, moi, je peux vous dire, je fais la vaisselle chez moi, et alors, je lui dis, bah oui, mais si on fait comme ça, si on chauffe d'abord la poêle avant de mettre le beurre ou l'huile, on peut y arriver. Il faut frotter. Il ne faut pas dire qu'il ne faut plus frotter, mais il faut frotter. Ah oui, la barbe, bah, c'est ça, quoi. Vous voyez, je ne sais pas comment dire, mais... Alors, quand elle m'a dit ça, oui, parce qu'elle faisait de la formation auprès de la population, entre autres sur les perturbateurs endocriniens, mais entre autres sur d'autres choses. Et je me suis dit, c'est pas possible, je n'arrive pas à la convaincre, quoi, vous voyez. Mais même chez vous, hein, quelquefois sur les plastiques, vous vous dites, il ne faut pas utiliser de plastique. Ben, de temps en temps, vous laissez avoir. Hein, si quelqu'un me dit qu'il fait tout parfait... c'est difficile. Hein. Mais c'est le même problème, en plus grave, parce qu'on utilise des... Ouais. Mais je reviens juste une dernière fois sur la diffusion, même si vous savez pas... c'est important, oui. Même si vous ne savez pas trop comment c'est fait, est-ce que vous savez si c'est des sujets qui étaient évoqués, en tout cas aux commissions auxquelles vous participiez, auprès des gens avec qui vous étiez? Est-ce que diffuser l'information auprès des populations locales, c'était un sujet évoqué comme important ou quelque chose auquel ils réfléchissaient? Pas beaucoup, je ne vais pas dire, mais à mon avis, pas assez. Parce que... Vous savez, les scientifiques, ils font un travail, souvent assez spécialisé, mais ils diffusent, je ne veux pas dire qu'ils ne diffusent pas, mais pas autant qu'on l'aimerait quelquefois. Enfin,
Et par exemple, au S3PI, cette étude-là, elle a sûrement été un peu diffusée, mais pas beaucoup, non. Vous avez raison. Et moi, je me souviens juste une dernière question, je ne sais pas si vous en avez encore après, mais comment vous percevez globalement les relations entre les habitants et les institutions? Est-ce que ça communique beaucoup? Est-ce que c'est une relation de confiance où ils se confient? Est-ce que parfois il y a de la méfiance? Est-ce qu'ils ne communiquent pas trop? C'est vrai que la population est méfiante vis-à-vis des institutions, mais par exemple, ici à la mairie, enfin, je vous dis mon point de vue, mais je pense que ils ont essayé de faire parler les gens, ils ont créé les fabriques, comment ils appellent ça? Les fabriques d'initiatives locales, c'est ça? Oui. D'initiative citoyenne, peut-être. Comment? Citoyenne, d'initiative citoyenne. Citoyenne, oui. Oui, peut-être. Ils ont créé des trucs, il y a aussi des relais qui peuvent se faire par l'intermédiaire des maisons de quartier, des choses comme ça. Je crois qu'au départ, ils ont eu un souci d'écouter et de chercher des idées, des bonnes idées, c'est louable, de la population. Mais je crains, alors évidemment, mais je crains qu'il n'y ait pas, effectivement, ça ne s'est pas assez rencontré. Je pense que d'un côté, ils ont peut-être été déçus de peut-être pas avoir tout de suite. C'est des trucs qui se travaillent à long terme, hein, tout ça. Et de réponse, et d'un autre côté, la population, elle voudrait que la mairie sorte de son chapeau des trucs, mais c'est pas si facile que ça. Et effectivement, ça pourrait se rencontrer mieux, à mon avis. Il pourrait y avoir des meilleurs dialogues. Et il faudrait peut-être pas grand-chose, mais... Et puis vous savez comment ça se passe. Un jour, la mairie ou une institution décrète qu'il faut faire tel truc, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, et puis après, c'est un peu comme ça que vient... qu'après ça s'use. On parle d'usure du pouvoir, mais ça s'use parce que quand vous avez du pouvoir, il faut bien faire des trucs. Même si vous êtes bourré de bonnes intentions, il y a des trucs que vous allez faire qui ne vont pas plaire. Enfin, tout ça, c'est assez compliqué, toutes ces questions-là, hein, je trouve. Enfin, c'est ma façon de voir maintenant. Et puis après, il y a plein d'autres... Il y a des gens qui ont des façons de voir enfin, même que de voir sans agir, qui ne plaisent pas à tout le monde, hein, forcément. D'accord, ok. Enfin, c'est ma façon de voir. Hein, c'est pas... J'ai pris l'exemple de Dunkerque parce que je trouve que c'est un peu dommage. Il y a eu des tentatives. Alors, je ne dis pas que... c'est pas un béni oui envers une municipalité. Hein, mais... C'est pas du tout même, puisque j'ai démissionné et tout ça, donc je suis douée pour démissionner. Mais des fois, on a un peu mal au cœur parce qu'on se dit que peut-être ça aurait pu marcher mieux. Enfin, après, je critique rien. Hein, Question, est-ce que vous vous souvenez du nom de la personne qui vous a succédé en fait après à S3? Oui, Brigitte Marc. Brigitte Marc. Elle habite à Bergues, je crois. Si elle est encore dans la région, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. D'accord. Ouais. Merci beaucoup.